GLQ 1100, géologie générale, cours 4, les roches sédimentaires, module 5, classification des roches sédimentaires. On avait déjà divisé les roches sédimentaires en deux groupes, les roches sédimentaires d'origine détritique et les roches sédimentaires d'origine chimique. On garde le cap ici et on va commencer par regarder comment on classifie les roches sédimentaires d'origine détritique. Allons immédiatement dans les notes de cours. Voici le tableau de classification des roches sédimentaires détritiques. La première colonne, les classes granulométriques. Bon, c'est des mots qu'on se sert moins, mais comme le mot arénite revient dans une autre figure tantôt, là, on prend note. Là. Arénite, c'est la taille du sable. Plus gros, ça s'appelle des rudites, et plus petit, ça s'appelle des lutites. Maintenant, beaucoup plus important, la taille des grains. Quand est-ce qu'un grain de roche ou de minéral va s'appeler un grain de sable? Tout est une question de dimension ici. La taille maximum, c'est 2 mm et la taille minimum, c'est 0,0625 mm. Si c'est plus petit, eh bien, ça peut s'appeler du silt ou de l'argile. Silt, c'est à partir de la limite inférieure des sables, aller jusqu'à, mettons, on arrondit ici, là, 0,004 mm ou 4 microns. Et plus petit encore, on va appeler ça de l'argile. Je me permets d'ouvrir tout de suite une petite parenthèse sur le mot argile. Hein. On a déjà utilisé le mot argile pour nommer certains minéraux d'altération qui portaient des noms comme illite et montmorillonite. Et là, on revient ici avec le mot argile et on est en train de parler de taille. Bon, eh bien, ça veut dire tout simplement que le mot argile a deux significations en géologie. Une signification minéralogique, des minéraux d'argile, illite, montmorillonite, bentonite et plusieurs autres. Là. Et le mot argile veut dire toute particule plus petite que 0,004 mm. Donc, un grain de quartz moulu aussi fin que ça va quand même s'appeler un grain d'argile, même si ce n'est pas de l'argile au sens minéralogique du terme. Ça veut juste dire que le mot argile ici est utilisé pour deux significations. Signification minéralogique, c'est pas de ça qu'on parle ici, et signification granulométrique, grain plus petit que 4 microns. Maintenant, plus gros que les sables. Eh bien, ici, on a des divisions jusqu'à 4 mm, on va appeler ça des granules. De 4 mm à 64 mm, on va appeler ça des graviers. Jusqu'à 256 mm, on va appeler ça des cailloux. Et plus gros encore, on va appeler ça des blocs. Maintenant, quand ces matériaux-là sont exposés à la diagenèse, hein, les processus qui vont cimenter tout ça pour former une nouvelle catégorie de roches, eh bien, les éléments appartenant à la classe des rudites, blocs, cailloux, graviers, granules, ça va donner une roche, une fois que tout ça est cimenté ensemble, qu'on va appeler un conglomérat. Et là, bien, on regarde l'angulosité ou l'arrondi des matériaux. Si c'est anguleux, ça va être un conglomérat de type brèche. Et si c'est arrondi, ça va être un conglomérat de type poudingue. Maintenant, la taille fétiche des sables. Quand un sable est cimenté naturellement par la diagenèse, ça va porter comme nom de roche grès. Donc, le grès, c'est du sable cimenté par la diagenèse. Le silt, ça devient un siltstone. Et l'argile, la plupart du temps, ça devient un shale. Maintenant, chacune de ces catégories-là, ici, là, comme on va juste regarder les grès, il y a une classification plus fine à l'intérieur des catégories qu'on vient de définir ici, et on va regarder celle du grès. La voici, la classification du grès selon Gilbert.
Ici, pour aller plus loin dans la classification, on va regarder la composition et la proportion de fractions fines qui peut être présent dans ce mélange de grains de sable. Là, ça pose la question, quelle est la composition des grains de sable? Bien, au départ, ce sont des grains de roche. Hein? Bien sûr, on désagrège des roches sur les continents. C'est que dans les grains qui sont plus petits que 2 mm, là, certains de ces grains-là peuvent être tout simplement des grains de roche. Mais quand on brise la roche en grains aussi petits que ça, eh bien, on peut séparer des minéraux individuels et un minéral très, très résistant, là, peut devenir une composante importante, c'est le quartz. Donc, quand on regarde un sable, eh bien, ça peut être encore des grains de roche, mais ça peut être des grains de quartz et ça peut être aussi des grains de feldspath. Feldspath, c'est le minéral le plus abondant dans la croûte terrestre, plus abondant que le quartz, mais mettons, sa force, c'est l'abondance, mais le quartz est souvent le grand vainqueur, là. Hein, on a ça dans la région de Montréal, un grès, 99% de grains de quartz. C'est dû à la grande résistance chimique et la grande dureté de ce minéral-là ici. Donc, ça permet de faire les divisions suivantes, là. Un arénite quartzeuse, un arénite feldspathique ou un arénite lithique. Maintenant, si on regarde la composante, là, la boue relative, là, tout ce qui est plus petit que la taille inférieure des sables, là, le 0,0625 mm, donc le silt et l'argile, là, qui peut être en mélange avec nos grains de sable, 0%, on a un sable parfaitement propre. Ça va être encore un arénite jusqu'à 10%. Et là, ben, au-delà de 10%, ça devient un sable un peu poussiéreux, un sable un peu boueux, et on va plutôt appeler ça un WAC. Et une fois que c'est lithifié, bien sûr, là. Et la limite, c'est 50%. Si il y a plus que 50% de silt et argile, eh bien là, on cesse de parler de grès. On va plutôt parler de pellite à ce moment-là. Donc voilà pour cette classification-là. Maintenant, les sédiments fins, silt et argile. Hein, il peut y avoir une dominance de silt, il peut y avoir une dominance d'argile, mais on peut être dans un entre-deux, là, un mélange de silt et d'argile. Ici, c'est la classification qui est utilisée par le ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec pour ces matériaux-là. Ça utilise des noms anglophones, c'est que ça reprend une classification qui tient bien la route, qui a été publiée dans la littérature anglophone. On n'a pas changé les noms ici. Avec le terme général pour tous ces matériaux-là, c'est mud rock. Bien sûr, on pourrait peut-être dire c'est l'équivalent de pellet qu'on vient juste de parler, là. Ben oui, mettons que mud rock et pellet, on parle pas mal de la même chose. Maintenant, on rajoute une observation qui est très importante, qui n'a pas fait l'objet d'une nomenclature dans la littérature francophone de ces roches-là. Et c'est pour ça qu'on a adopté celle-là. C'est que les roches à grains fins peuvent être fissiles, c'est un caractère qui est très fréquent, mais il arrive qu'elles soient massives aussi. Donc, les pellites fissiles et les pellites massives, là, eh bien, ici, on a des mots pour les définir. Quand c'est fissile, ça va s'appeler shale, et quand c'est massif, ça va s'appeler stone. C'est que si on connaît la composition, les proportions de silt et d'argile, s'il y a une dominance de silt, on va appeler ça un silt shale si ça se défait en feuillet, un siltstone si c'est massif. Quand c'est plus grand, la proportion d'argile est dominante, hein, plus grand que 66% d'argile dans le mélange, on va appeler ça un clay shale si ça se débite en feuillet, et un claystone si c'est massif. Et très souvent, c'est entre ces deux extrêmes, et là, ben, on va employer le mot mud, ce qui veut dire boue. Une boue qui s'effeuille, c'est un mud shale. Une boue qui est massive, c'est un mudstone.
Voilà pour la classification des roches détritiques. Maintenant, avant qu'on passe aux chimiques, qu'est-ce qu'on fait avec le volcanoclastique, le volcano-sédimentaire? À venir jusqu'à date, quand on a parlé de volcan, lave, on parlait toujours de la lave, hein, le magma qui devient une lave à la surface du sol, mais on a passé sous silence tout le reste. Et une composante importante des événements volcaniques, c'est une explosion qui lance des débris dans les airs, et ensuite de ça, ça retombe par gravité, tout comme les roches qui participent, les roches sédimentaires. La gravité qui va ordonner ces matériaux-là. Donc ici, c'est la cause des débris n'est pas la météorisation, c'est le volcan, mais pour le reste, c'est semblable. Bon, eh bien, on a une classification qui est semblable aussi. On regarde le diamètre des grains, on a des noms de particules et on a des noms de roches. Quand c'est plus petit que 2000 mètres, donc ça comprend le silt, l'argile et le sable lancés par une explosion volcanique, on va appeler ça de la cendre. Et quand ça se cimente ensemble, ça va devenir un tuf. Entre 2000 mètres et 64 000 mètres, ce sont comme des graviers, ce sont des lapillis, et ça va s'appeler un tif à lapilli une fois que c'est induré. Les gros fragments, on appelle ça des bombes volcaniques ou des blocs. Et là, bien, la roche formée de ces accumulations-là va s'appeler une brèche volcanique. Voilà pour le détritique et le volcanoclastique. Maintenant, les roches sédimentaires d'origine chimique. Commençons par le plus important, les roches carbonatées. Là, on parle des... par rapport à la météorisation, hein, la composante qui a été dissoute dans le profil d'altération, là, et qui a été emportée jusqu'en mer et qui va précipiter, là, eh bien, les roches carbonatées, c'est sûrement en volume les principales. Les deux principales roches carbonatées sont les calcaires et les dolomies. C'est formé de carbonate de calcium, de la calcite, pour les calcaires, et la dolomite, carbonate de calcium et magnésium, pour la dolomie. Bien sûr, ça peut contenir des grains de sable, des grains d'argile, hein, tant qu'il y a 50% et plus de calcite ou de dolomite, on va appeler ça des roches carbonatées. Maintenant, quelle chance, hein? Ces roches-là se forment encore aujourd'hui. Hein, si on se pose la question comment ça se forme, eh bien, on a juste à aller voir ce qui se passe dans les mers chaudes tropicales et peu profondes, comme on dit ici. C'est directement l'appréciation du carbonate, les carbonates qui sont présents dans l'eau de mer, qui vont précipiter sous forme de carbonate de calcium. Et également, se rajoute à ça la biochimie. Hein, les organismes marins qui eux-mêmes produisent des coquilles en carbonate de calcium, eh bien, ça se rajoute à la précipitation physico-chimique qui se produit dans ces mers-là. Et là, bien, ça va donner des accumulations de carbonate. Et là, bien, ça comprend la précipitation chimique des coraux et différents mollusques, tout accumulés ensemble. Ces roches-là sont bien stables dans les environnements marins, mais quand c'est exposé à la météorisation, ce sont des roches solubles qui sont associées à la formation des cavernes, par exemple. Les reliefs karstiques en général, là, et là, ben, ça peut causer des effondrements quand le toit de la caverne s'effondre, là. Eh bien, on est dans le domaine des roches carbonatées ici. Il y a des roches siliceuses, précipitation de silice cette fois-ci. La silice, ça ne précipite pas vraiment quand on est au pH 7 de l'eau de mer. Donc, c'est essentiellement d'origine biologique. Il y a des organismes vivants qui sont capables de précipiter la silice pour faire leur structure solide. Hein, il y en a la plupart de ce qu'on a parlé précédemment, là, ce qui est le plus abondant en milieu marin, là, les mollusques, là, les coraux et tout. Eux, c'est le carbonate de calcium qui précipite. Il y en a d'autres, c'est le SiO2. Et parmi les plus connus, on a les éponges et les diatomées. Et il y a certaines algues aussi qu'on appelle les radiolaires, là. Eh bien, tout ça va donner des accumulations de silice dans le fond des océans qui vont devenir cette catégorie de roches-là, les roches sédimentaires siliceuses. Et des noms, ben, ça peut s'appeler des chertes, par exemple, là. Le silex en fait partie aussi.
Maintenant, les roches ferrifères. Bon, si on est sur les continents, là, c'est très mineur, ça. Là, c'est de la précipitation d'hydroxyde de fer là, qui se produit dans les profils de sol. Ça fait comme une carapace de rouille, là. Euh, les vrais gisements, là, c'est plutôt ceux qui se forment en mer. Et là, ben, quand les premières formes de vie sont capables de faire la photosynthèse sont apparues dans les océans, on était dans un environnement réducteur à l'époque. Et les premières formes de vie qui ont fait la photosynthèse ont rejeté de l'oxygène dans un environnement dans lequel il n'y en avait pas. C'est que ça a réagi avec la chimie de l'eau de mer et ça a entre autres fait précipiter le fer qui existait à l'état dissous à l'époque. Donc pendant des millions d'années, il y a eu des précipitations chimiques de fer ferrique, des oxydes de fer de couleur rouge, là, insolubles, qui ont précipité dans les fonds océaniques. Et là où on retrouve encore ces fonds océaniques-là, ben c'est là où on va exploiter ce qu'on appelle ici les gisements de fer de classe mondiale. On a ça dans la fosse du Labrador, dans le nord du Québec. Une autre catégorie de roches d'origine chimique, c'est les roches qui sont formées quand l'eau de mer s'évapore au complet. Donc, au début, ça commence par précipitation des carbonates. Les carbonates, on a dit que ça précipitait aussi dans les mers tropicales, mais quand on évapore complètement de l'eau de mer, c'est une autre situation où on a des précipitations de carbonates. Ça va être suivi de précipitation des sulfates et précipitation des chlorures. Donc, les gîtes de sel et les gîtes de gypse et même de potasse ont cette origine-là. Les roches phosphatées, bon, eh bien, ici, les phosphates, souvent, c'est une origine animale, hein? C'est des accumulations d'arêtes de poissons et je dirais principalement des accumulations de débris de poissons qui peuvent donner des roches phosphatées en mer. Il y a des gisements, on parle des gisements d'origine sédimentaire aussi, là. On avait déjà parlé de gisements de phosphate, mais on parlait plutôt d'apatite. Mettons, on était dans le domaine des roches à ce moment-là. Les roches carbonées, maintenant, on a dit carbonatées, tantôt c'est CO3. Ici, c'est le carbone. Bon. Et là, bien, on parle du charbon et du pétrole ici. Et là, bien, pour illustrer ça, j'ai d'autres figures qu'on va aller voir rapidement. Commençons avec le charbon. C'est de la matière végétale ligneuse, du bois, des arbres, des anciennes forêts. Les forêts les plus susceptibles de donner des gisements de charbon, c'est les forêts qui vivent sur le bord de la mer, comme par exemple les forêts de palétuviers. La hausse des niveaux marins va ensevelir ces forêts-là. Et là, ben, la végétation décomposée, on appelle ça de la tourbe ici. On donne un exemple ici, on a 50 mètres de tourbe d'accumuler. C'est la végétation là, qui croît comme ça, là, s'accumule. Et si jamais c'est enseveli suite à une remontée des niveaux marins, eh bien, on va rajouter une charge sur ces matériaux-là. Quand on est à faible profondeur, ça va être du sable. Un peu plus profond, ça va être précipitation de calcaire, si on est dans un environnement propice à ça. Et tranquillement, notre lit de tourbe va se faire ensevelir de plus en plus profond et là, va subir une diagenèse, tout comme les autres matériaux là, qui sont dans le même bassin de sédimentation. Quand on va compacté 50 mètres de tourbe en 10 mètres de tourbe très très dense, on va déjà appeler ça de la lignite. Et quand ça n'a plus que 1 mètre d'épaisseur, eh bien, ça va être du charbon véritable. Ceci veut dire décomposition ici de la matière et surtout expulsion de l'eau pour pouvoir tasser ça de plus en plus dense ici. Là. Bon, eh bien, les gisements de charbon, on retient ça, c'est de la végétation de forêts anciennes fossilisées. Et maintenant, le pétrole. Le pétrole, c'est plutôt de la matière, c'est de la matière organique, mais cette fois-ci non ligneuse. Tout ce qui se décompose facilement
qui est enseveli dans les fonds marins, eh bien, avec l'enfouissement, va se produire le processus qui est illustré ici. Quand on est à faible profondeur, eh bien, il y a les bactéries qui décomposent là, la matière organique et ça va donner une production de gaz. On va produire du méthane. Et c'est dans la fourchette de profondeur entre 3 et 6 km de profondeur où là, on va avoir des températures assez élevées pour que, l'activité bactérienne cesse dans ces profondeurs-là. Et là, ben, c'est décomposé, une décomposition thermique. Et là, ben, on va produire des huiles, des hydrocarbures beaucoup plus lourds. Les pétroles et les huiles sont produits dans ce contexte-là ici. Plus profond que 6 km, la température devient trop élevée et là, ben, on ne produira plus de fraction de pétrole. On va revenir à la production de gaz ici. Et là, ben, le pétrole, dans un premier temps, est diffus dans la roche-mère. Et pour avoir un gisement de type conventionnel, il faut attendre que ce pétrole-là migre dans un piège géologique. On a un pli anticlinal ici qui est représenté là. Et donc, ça peut être comme un contenant qui va ramasser les hydrocarbures qui cherchent à migrer vers la surface. Et aujourd'hui, quand on parle des les shales qu'on exploite le gaz, eh bien, c'est qu'on va fracturer directement cette roche-mère-là pour extraire les hydrocarbures sans attendre que ça se concentre comme dans un réservoir comme on a ici. Voilà, ça fait un petit peu le tour de la question, mais qu'en est-il de la roche qui est en arrière de moi ici? Si on essayait de classer ça, est-ce que c'est une roche d'origine détritique ou d'origine chimique dans un premier temps? Déjà, la question n'est pas claire. Hein? On voit des fragments, donc c'est détritique, et ces fragments-là ont tous une origine biologique, donc c'est biochimique. Bon, ben, c'est un cas particulier, hein? C'est un cas particulier, tout simplement. Et quand une roche est formée de plus que 90% de fossiles, on appelle ça une lumachelle. Hein? Quel beau nom pour une roche, une lumachelle. Et si on veut la qualifier un peu plus, ben, il faut essayer de nommer les fossiles qui sont dominants dans cette composition-là. Ben, on peut prendre quelques secondes pour regarder ça. Regardez, il y a des gros fragments ici, ici, ici. Ces différentes positions sont fort semblables. Et il y a le gros qui est là, ici, là. Ça, ce sont des coquilles de brachiopodes. Donc, le principal fossile dans ce mélange-là, c'est les brachiopodes. Mais on a aussi des tiges de crinoïdes. Regardez, j'en ai juste une en arrière de ma tête, ici, là. Mais, juste à côté de moi, regardez ici, c'est un segment de la même chose. Et regardez, c'est une symétrie de 5 avec un petit trou en plein centre. C'est une tige de crinoïde. Donc, ici, on veut qualifier, on veut nommer cette roche-là. C'est une lumachelle à brachiopodes et à crinoïdes. Eh bien, celui-ci termine ce dernier module sur les roches sédimentaires.